Mon son, voilà, c'est bon. Bon, je crois qu'on peut y aller. Ouais, super. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ici à Paris. Je suis bien, développeur de Kate. Aujourd'hui, on va parler de Kafka, on va parler de data streaming, on va parler Spring, forcément, un petit peu. On va parler de bière et on va parler de yo-yo. Ça vous va? Ouais, pas tout à fait dans cet ordre-là, c'est un peu mélangé. Ça marche. Alors, vous allez voir ce QR code dans ma présentation à différents endroits. C'est un QR code qui vous permet si vous flashez, ça va vous permettre de me contacter pour poser des questions, parce que je vais essayer de faire mon mieux pour répondre à vos questions en live. Et il y en a, je pourrais sans doute pas y répondre, il y en a parfois qui posent des questions avancées. Je vais pas sens infuse, mais je m'engage à vous répondre après. Je demande à mon équipe d'engineering et je les réponds après, donc il n'y a pas de souci. Utilisez ce QR code pour ça. Et puis derrière, vous aurez des ressources complémentaires sur le Pulsar, des comparatifs avec Kafka, le code de ma démo, tout ça, tout ça. Prêt? Ouais? Allez. Ok, c'est parti. Et avant ça, est-ce qu'il y en a qui font du Kafka dans cette salle? C'est marrant, il y a tout un milieu au Kafka qui est là. Là, il n'y a personne. C'est pas grave, je vais poser une autre question. Est-ce que ça va peut-être être là que ça va répondre. Est-ce qu'il y en a qui font des choses qui se terminent par MQ, comme RabbitMQ? Eh ben voilà. Donc là, il y a le clan Kafka plus RabbitMQ. Et là, il y a le clan RabbitMQ. Comment? RabbitMQ, ActiveMQ, tout ça. Ok. Quand je dis faire du Kafka, c'est en production? Ouais. Ok. Rabbit en production? Ou ActiveMQ ou autre chose? MQ Series? Ouais. Oh, bravo. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Pulsar avant mon talk? Cool. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Pulsar? Cool, faut qu'on parle. Pulsar en production? Pas encore? Ah, faut qu'on parle. Ok. Donc moi, c'est Julien. Je travaille chez Stream Native, une boîte internationale. Pas française, hein, internationale. Je suis développeur de Kate en Europe. Je suis le développeur de Kate en Europe, parce qu'on n'est pas très très gros chez Stream Native pour l'instant, on est en pleine croissance. Moi, je suis dev Java depuis une bonne vingtaine d'années, essentiellement dans mon Java et Spring. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait un talk à un Spring Meetup Paris il y a 10 ans. 10 ans, ouais. J'ai fait un talk sur Spring Batch. Donc, si vous voulez me googliser, bien Spring Batch. Et vous abonnez à un talk vintage, voilà. Vous aurez un talk sur Spring Batch en version de Spring, je ne sais même plus laquelle. Enfin, voilà, pour info. Voilà, donc sinon, à part ça, j'ai fait pas mal de petits trucs dans le monde des systèmes distribués, event-driven, tout ça, tout ça. Je suis basé à Lille, dans le nord de la France, et j'anime plusieurs communautés tech, notamment le Java User Group de Lille, dont vous avez aussi des super stickers ici, qui brillent, c'est assez cool. Alors, petit truc, je vais vous dire pendant la phase de questions. Vous avez dû remarquer, j'ai ramené des petits yo-yo, d'accord? Donc, soyez bien attentifs et attentifs, parce que à la fin du talk, quand il y aura des questions, ou même pendant un petit peu, eh ben, les meilleures questions auront il y aura des winners de yo-yo. Voilà. Mes gamins adorent, mais pas que, hein, mais mes collègues aussi. Enfin, voilà. Ok. Alors, et donc, à ce talk, j'ai aussi une guest star. La guest star s'appelle Chris Bonneau, qui fait partie de l'équipe Spring aussi, hein, donc qui est un collègue de Stéphane qu'on a vu là. Chris habite au Texas, à Austin, donc il n'était pas trop présent là ici, mais il est dispo sur Slack, donc dans mon téléphone, pour répondre à des questions plus Spring plus Pulsar, plutôt que Pulsar. Donc si jamais il y a des questions que je ne peux pas répondre sur le prénom Pulsar, etc., je vais vous présenter à la fin rapidement si j'ai le temps de faire une démo. Regardez l'heure. Avec quand même. Peut-être pas le temps de faire une démo. J'ai vu ce que quand on a démarré à 20h20. Ouais, bah du coup, il y a 21h10. Ok, bah, ça, on va essayer, ça marche. Je vais faire la version courte alors. Sauf si j'ai 10 000 questions, dans ce cas, je privilégierai les questions, parce qu'on a pour échanger, donc voilà. Alors, Stream Native, il y en a qui ont entendu parler de Stream Native avant, Stock? Ouais. Stream Native, c'est une boîte qui a été fondée par les créateurs de Pulsar, dont on va parler ici. Enfin, on va parler de Pulsar, pas beaucoup de Stream Native. On a un des plus gros contributeurs open source sur Apache Pulsar et sur son écosystème, parce qu'on a été fondé par les créateurs de Pulsar.
Et Streamnative Cloud, c'est ce qu'on propose en fait. C'est ça notre business. Donc on propose un pulsar managé avec des fonctionnalités en plus aussi. Donc un pulsar qui peut tourner sur votre infra ou sur notre infra. Ok. Alors pulsar, c'est quoi en quelques mots? C'est une plateforme cloud native de messaging et de data streaming. Bam, 3 gros mots d'un coup. On y va étape par étape. Cloud native, dans le sens où c'est facilement, et ça a été conçu dès le départ pour être gentil avec Docker et Kubernetes, pour être conteneurisé, conteneurisable, contrairement à d'autres plateformes. Donc, c'était conçu dès le départ pour ça. Et moi, ce que j'aime bien avec le cloud, c'est que j'ai pas que de la scalabilité, j'ai aussi de l'élasticité. C'est-à-dire que moi, avec le cloud, ce qui est cool, c'est que je peux provisionner des ressources et je paye à l'usage et je peux aussi les déprovisionner rapidement pour faire baisser la facture. OK? Ça devrait vous parler. Donc, ce que me propose le cas, c'est l'élasticité. Mais c'est pas parce que je peux spinner des VM que facilement les enlever. Niveau IaaS, que ma plateforme qui la fait tourner, qui tourne à l'intérieur, donc Kafka, Morabit ou autre, est scalable ou élastique. Ça ne veut rien dire. Sauf que le pulsar, il est aussi adapté à ça. Il est aussi élastique tout autant que ça. On en parle juste après. Alors, j'ai dit aussi que je parlais des gros mots, donc j'ai parlé de data streaming et de messaging. Je les ai séparés en fait. Il y en a qui connaissent la différence entre data streaming et message queuing. Non, pas de yo-yo en vue pour l'instant. Ok, bientôt. C'est normal, il y a 2 clans, il y a le clan Kafka, il y a le clan Rabbit là, donc c'est normal. Vous parlez pas encore, mais vous allez voir. Les Kafkaïens habitent sur Vénus et les Rabbit MQ sur Mars, je sais pas. Enfin, vous allez vous parler, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire parler grâce à tout ça. On va tous se parler en fait. Alors, data streaming, c'est quoi en quelques mots? Il s'agit de traiter de l'information en continu. Donc vous avez un flux d'informations qui arrive en continu. Souvent, c'est des petits enregistrements qu'on appelle des événements. On les appelle souvent des événements parce que très souvent, ça correspond à quelque chose qui s'est produit dans le passé. Par exemple, mon stock à 20h, mon stock de triple carmélite, super bonne bière belge, il était à 42. Un événement. Okay, où il y a eu tel paiement de temps, de montant. Voilà, un événement. Et donc, ces événements, ils arrivent au fil de l'eau. Mon stock de bière, il évolue parce que mon business de bière, c'est mon autre activité, vachement bien. Où j'ai plein de paiements dans ma plateforme de e-commerce. Donc, ces flux d'événements arrivent en continu comme ça. Et on a besoin de les traiter dans l'ordre. Ça, c'est hyper important. J'en parle juste après. Ces événements-là, ce flux d'événements qui arrive au fil de l'eau en continu, qui ne s'arrête pas, a priori, représente une donnée, en fait. Et cette donnée, elle peut être stockée, persistée, parce qu'on peut avoir besoin non seulement de la traiter au fil de l'eau, mais aussi de la rejouer le passé de ces événements-là. Donc, on a besoin de stocker cette donnée-là. On a besoin de la transformer au fil de l'eau ou en batch après coup. On a souvent besoin de l'agréger aussi, de faire des traitements d'agrégation, etc. Et on a besoin de la rejouer, je l'ai dit. Et les plateformes de data streaming, elles peuvent, en général, gérer un volume de données assez conséquent. Elles ont besoin de gérer un certain débit aussi assez conséquent. Donc, elles ont besoin de scalabilité horizontale. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de faire en sorte que c'est en ayant provisionné plus de nœuds que j'arriverai à encaisser une charge plus grande, un nombre de messages plus grand ou un débit plus grand. Enfin, de messages ou d'événements. Ça vous parle, ça? Ceux qui font du Kafka, normalement, vous êtes en terrain connu. Data streaming, ça sert à quoi? Il y a plein de cas d'usage. On va dire 2 grandes catégories. La première, c'est l'ingestion de données. Donc, vous avez un flux de données qui arrive au fil de l'eau de plusieurs systèmes différents et vous allez l'ingérer pour l'agréger et l'insérer dans un autre système. OK. En temps plus ou moins réel, le temps vraiment réel n'existe pas ici. On peut en temps plus ou moins réel au fil de l'eau. Et la deuxième grande catégorie et classe de cas d'usage, c'est le real-time analytics, dans le sens où vous n'allez pas attendre qu'un batch tourne pendant la nuit pour prendre une décision sur le résultat de ce batch. Vous allez prendre une décision au fur et à mesure, dès que l'événement en fait se produit. Vous allez prendre votre décision au fil de l'eau. Real-time analytics, ça vous permet de, par exemple, servir de base pour faire un dashboard qui se mettrait à jour en temps réel. Ça permet de faire de la détection de fraude, par exemple, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que quand vous avez une suite de paiements plus ou moins louches, on commence à scorer cette suite de paiements qui serait mon flux d'événements de paiement cette fois-ci, à traiter dans l'ordre, sinon ça ne marche pas évidemment. Et donc en fonction des caractéristiques et de comment ces événements se suivent dans le temps, je peux scorer une probabilité de fraude à un paiement, par exemple. Okay, ou détection d'intrusion aussi, enfin, ce genre de choses-là. Quand on fait ça sur des logs, etc., etc. Ça vous parle ça, les kafkaïstes? Ouais. Ok. Est-ce que ça prend aussi les
des flux en direct, c'est-à-dire qui ne sont pas finis et qui, en fait, on est obligé de les couper pour pouvoir les analyser en micro-batch. Alors ça, ouais, mais le mode de fonctionnement micro-batch tout pas, ça va plutôt, à mon sens, dépendre de ce qui est en aval, c'est-à-dire si vous faites ce que vous faites du Flink et ce que vous faites du Spark. Ouais, ça marche très bien avec Flink et Spark, tout ça, j'en parle un peu à la fin. Merci. Et donc, exemple de solution de data streaming, Kafka, forcément incontournable. Dans le monde purement managé, on a aussi Amazon Kinesis, et Pulsar fait du data streaming. Ça va pour l'instant? Ouais. Maintenant, on va parler des message queuing. Ah, je me tourne un petit peu plus là. Donc, message queuing, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des points communs, producteurs, des consommateurs, une structure first in, first out, qui dans le monde de Kafka, on appelle plutôt ça un topic, dans le RabbitMQ, on appelle ça plutôt MQ. Ça reste une structure first in, first out, ok, basiquement, si je fais un résumé à la SERP. Enfin, le point commun, il s'arrête à peu près là, en fait, à peu près. Message queuing, ça ne sert pas tout à fait à la même chose. On en fait souvent pour le cas où on a des tâches qui sont plus ou moins longues à exécuter. Okay, par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin de redimensionner une image sur un site de e-commerce. Vous avez besoin d'analyser la pièce d'identité de quelqu'un qui vient de souscrire à votre compte. Vous avez besoin d'appeler un système legacy. Ça va être un site de e-commerce qui appelle un système legacy qui n'est pas forcément prévu pour se prendre dans la gueule une charge de e-commerce. Okay, donc vous avez besoin pour ça de faire du découplage, une communication en synchrone, un échange de commandes, de tâches exécutées de façon asynchrone entre un système et un autre, pour faire du découplage temporel entre deux systèmes. Ça vous parle, ça? Ok. Pour ça, le pattern, c'est de faire du message queuing dans lequel on peut utiliser des choses comme un RabbitMQ, un message broker, qui fait que chaque tâche en question qui va être exécutée en asynchrone, ça va être consisté en un message qui va décrire cette tâche, un message qui va être placé dans une file d'attente, dans une queue. Et le rôle de la plateforme, comme RabbitMQ ou autre, ça va être de distribuer ces tâches parmi des workers qui vont consommer ces tâches-là, qui vont les exécuter. Ok ? Et dans ce cas-là, souvent, traiter dans l'ordre strict n'est pas forcément crucial. Par exemple, si mon système consommateur, c'est quelque chose qui va aller, je ne sais pas, envoyer une notification sur un iPhone parce que vous venez de recevoir une nouvelle commande, cool. Si je notifie la commande d'Alice ou la commande de Bob d'abord, ou au contraire, j'inverse, et par mégarde, j'avertis d'abord Bob avant d'avertir Alice, je ne vais pas casser mon système en vrai. C'est pas très très grave dans le monde du messaging. Dans le monde du string, par contre, là, je casse le truc. C'est très différent. OK ? Donc, ce qu'on attend en solution de message queuing, ce n'est pas tout à fait les mêmes attentes, en fait. On attend pour ajouter ou enlever des workers dynamiquement. Pourquoi ? Parce que comme un field, vous vous souvenez qu'on va faire des tâches plus ou moins longues à exécuter, donc ça veut dire que plus ou moins longues à exécuter, c'est-à-dire que ma file d'attente, là, qui est au milieu, elle peut se remplir. Voilà, et donc du coup, j'ai besoin d'ajouter rapidement et facilement des consommateurs pour réagir à ça en cas de pic de charge. Et à l'inverse, je suis dans un monde cloud, je veux réduire ma facture, donc quand FinOps, tout ça, et l'écologie, donc quand j'ai surprovisionné des consommateurs, je vais aussi avoir besoin de réduire, de décommissionner rapidement et facilement ces consommateurs-là, quand j'ai trop de consommateurs, pour répondre à la charge sur mes piles. Okay, ça, avec RabbitMQ, c'est facile. Avec Kafka, qu'on en discute. Ce qu'on attend en solution de MQ, c'est pouvoir éviter la congestion quand une tâche est bloquée ou est très longue à traiter. Okay, puisqu'on avait dit que ces tâches étaient plus ou moins longues à exécuter, le temps de traitement n'est pas forcément prédictible. Donc, si une tâche bloque votre fil, vous avez besoin qu'un autre consommateur puisse traiter la tâche derrière. Ça, RabbitMQ le fait bien. Kafka n'a pas prévu pour, on en parle juste après. Et quand une tâche échoue, jamais vous la consommerez, parce que je ne sais pas, derrière, il y a un truc qui insère une clé primaire, la clé en double, ou bien la tâche et le message est dans un mauvais format, enfin, whatever, c'est mort, jamais elle sera consommée. Vous avez besoin de soit livrer le message plus tard, ça c'est si par contre elle est consommable, et si elle n'est pas consommable, vous avez besoin de pouvoir l'abandonner. Donc si c'est un temporary failure, votre consommateur, il est un peu capoute, il a du mal, vous n'allez pas l'abandonner, vous allez réessayer, vous allez avoir besoin de relivrer le message, et seulement celui-là,
pas tous les autres. Seulement celui-là plus tard pour réessayer. Ce qui fait que du coup, vous perdez votre garantie d'ordre. Et vous le souvenez, c'est pas très grave dans ce monde-là. Donc tout va bien. Et quand c'est vraiment pas consommable du tout, ben vous allez avoir besoin d'abandonner, donc de pousser ce message dans une dead-letter queue, ce qu'on appelle une dead-letter queue dans ce monde-là, pour le consommer, peut-être jamais, l'analyser, en tout cas pour le sortir de la file de traitement principale. Ce qui fait ça plutôt bien, c'est les choses qui terminent par MQ, comme RabbitMQ, ActiveMQ, etc. Dans le monde AG, on a Amazon SQS, et ah bah tiens, on a aussi Pulsar en fait. Marrant, non? Donc, petit récap, data streaming, on veut traiter les événements et les messages dans l'ordre. C'est moins important dans le monde du messaging. On veut ingérer des gros volumes de données. On a moins de volume de données, donc on peut en avoir, mais un petit peu moins dans le monde du messaging, c'est un peu moins prévu pour. On a besoin de sauvegarder la donnée pour pouvoir relire historique plus tard, ce qu'on fait beaucoup moins dans le monde du messaging, c'est pas vraiment prévu pour non plus. C'est pas les mêmes attentes. Bon outil pour le bon job, ok. Et dans le message queuing, par contre, on va plutôt avoir besoin d'ajouter ou d'enlever des consommateurs assez rapidement pour pouvoir traiter une charge de tâches à exécuter qui peuvent varier. Et ne pas pouvoir bloquer la file quand un consommateur est planté, tenter de livrer de nouveaux messages en échec un petit peu plus tard. Et aussi, un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est de faire du schedule delivery, donc la livraison planifiée de messages aussi. Que je produis un message pour qu'il soit traité à telle date ou dans une heure. Donc d'un côté, on est plutôt dans le monde de Kafka. Il est prévu pour faire ça, Kafka. Kafka est prévu pour faire ce qui est à gauche, mais pas pour faire ce qui est à droite. Et inversement, RabbitMQ il est prévu pour faire ce qui est à droite, mais un petit peu moins bon pour faire ce qui est à gauche. OK? Donc, fonction du temps qui me reste, allez, je vais faire un petit fil de message avec Kafka. On va essayer ensemble de faire un fil de message avec Kafka. Ça vous va? En mode slide, rapidos. Moi, quand j'ai essayé de faire ça, ça me faisait penser un petit peu à ça, en fait. J'essayais de faire rentrer, je voulais faire un fil de message à Rabbit, mais avec Kafka, parce que j'avais déjà un truc qui produisait et un truc qui consommait. Je dis, Kafka, c'est la production de la consommation de message, pourquoi je pourrais pas faire ma message queue comme je vous ai décrit tout à l'heure? On va essayer. Donc, on va avoir un topic qui va être créé pour l'instant avec une seule partition, on va faire simple, donc qui va contenir une suite de messages, et on va avoir un consommateur. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de consommer la file un petit peu plus vite? Parce que ma file, elle grandit, hein, le nombre de messages restant consommés grandit de façon inquiétante. J'aimerais ajouter un nouveau consommateur. Alors, je peux essayer de faire ça, et j'ai besoin que ces consommateurs-là soient dans ce qu'on appelle le même consumer group dans le Kafka, sinon ils vont tous se mettre à consommer les mêmes messages comme ça. Et moi, je veux que l'un consomme un message et l'autre consomme un message. Je veux que les ensembles de messages consommés soient 10 ou moins, donc j'ai besoin d'une synchronisation, et donc j'ai besoin, pour ceux qui font du Kafka, je prends un petit peu plus d'un consumer group. Et si j'ajoute un nouveau consommateur actif à un consumer group, et alors qu'il n'y a qu'une seule partition, qu'est-ce qui se passe dans le monde Kafka? Ça ne marche pas. On doit passer par les partitions. Voilà, ça ne marche pas. Je suis bloqué, j'ai besoin d'ajouter une nouvelle partition. Parce que dans Kafka, la limite de nombre de consommations en parallèle dans un consumer group, c'est le nombre de partitions. Donc, pour faire ce que je veux, pour avoir cette scalabilité des consommateurs, pour ajouter facilement un consommateur, en fait, facilement, il faut faire une partition. Ça vous parle, ça? Faire une partition, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire intervenir du côté du broker, qui peut être amené à impliquer une équipe différente, enfin, tout ça. Ça peut être, quand on crée une partition, on peut avoir besoin potentiellement aussi de rebalancer la donnée et de la rééquilibrer, ce qui peut être une opération plus ou moins lourde en fonction du volume que vous avez. Donc, c'est pas hyper idéal. Deuxième cas, si un message bloque la file, parce qu'il échoue systématiquement ou le consommateur a juste occupé, j'ai aussi besoin d'un deuxième consommateur actif et je me retrouve avec le même problème. Du coup, c'est pas grave, j'ai qu'à faire une deuxième partition, non? Tout se passera bien. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Sinon, tu peux d'offset. Comment dire? Ouais, je saute d'offset, ouais. Et donc, je dois intervenir sur les consommateurs pour changer d'offset, pour se dire où est-ce que j'y suis, etc. Et intervenir, quoi. Ça marche, hein, on finit par y arriver. Avec Kafka, on finit toujours par y arriver. Avec suffisamment de tooling et suffisamment de bricolage, on peut à peu près y arriver. Et on est effectivement dans le cube de tout à l'heure que j'ai fini par faire rentrer, hein, à coup de marteau, dans mon truc. Mais je sentais que c'était pas vraiment prévu pour quoi. OK? Avec RabbitMQ, il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'un acknowledge individuel de message, mais j'en parle après. Ouais. Je comprends pas comment on peut garantir l'ordre s'il y a plusieurs consommateurs. Ah ben là, on peut pas. Non, ce que j'essaie de faire, parce que j'essaie de faire une message queue. Comme j'essaie de faire une message queue, j'ai pas besoin de garantie d'ordre. Ah oui, c'est Kafka, mais on essaye de faire l'autre. Ah bah ouais. D'accord? Alors, OK, on va faire deux partitions, et puis le problème sera résolu, non? Non.
Ah non. Parce que très bien, si j'ai un message qui continue à bloquer la file, qui en fait devient un message qui bloque une partition, bah, mon deuxième consommateur, il va continuer à pouvoir consommer les messages de la partition 1, mais la partition 0, elle est toujours bloquée. Donc pour m'en sortir, il faudrait que j'ai en fait une infinité de partitions. Il faudrait que mon partition tende vers plus l'infini, que j'y arrive. Et ça va être un peu compliqué. Donc ça pour dire qu'on ne fait pas un message queue avec une plateforme de data streaming. C'est pas prévu pour. Ça vous parle? Ouais. Ça veut pas dire que les plateformes de data streaming c'est nul, ça veut juste dire que il faut utiliser le bon outil pour le bon usage, tout simplement. Et donc là, vous allez me dire, bah, c'est quand même dommage parce que d'un côté, on a des trucs, dans les deux cas, on a des producteurs, des consommateurs, des structures qu'il faut, etc. C'est quand même frustrant parce que si je veux avoir le meilleur messaging, je vais devoir gérer un RabbitMQ en production et en tant que dev, je vais avoir un SDK à apprendre RabbitMQ. Et si je fais du data streaming, bah, ça va être pareil en fait, c'est-à-dire un broker différent et à apprendre et un SDK en plus à apprendre, bah, pas avec Pulsar en fait. Avec Pulsar, c'est un faux dilemme. Vous avez un seul broker à opérer en production pour faire les deux et un seul SDK à apprendre en tant que développeur. Comment c'est possible ça? Ça peut sembler un peu contradictoire. Donc Pulsar, on a des producteurs, des consommateurs et les queues, on les appelle aussi des topics. On a juste choisi un seul mot dans Pulsar. C'est fait exprès, vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, là, on est en terrain connu par rapport aussi bien à du Kafka qu'à du Rabbit. Et dans Pulsar, il y a un concept en plus qui arrive. Ça s'appelle la souscription. Dans Pulsar, les consommateurs, ils vont déclarer comment ils souhaitent consommer les messages. Ils ne vont pas juste se brancher à un topic, ils vont créer une souscription. Ils vont faire créer une souscription, en fait, par le broker. Et c'est la souscription qui a déterminé comment les consommateurs vont recevoir les messages du topic. Est-ce que moi, souscription, je vais les livrer en mode streaming ou est-ce que je vais les livrer en mode messaging? Et pour le même topic. C'est la souscription qui sait quels messages ont été consommés par les consommateurs. Donc c'est elle qui gère la synchronisation entre les consommateurs et qui dit celui-là a été consommé par lui, celui-là a été consommé par lui, donc je ne vais pas le livrer une deuxième fois, etc. C'est la souscription qui gère l'équivalent de l'offset dans Kafka, finalement, la position de l'offset serait par la souscription, ou dans le cas de RabbitMQ, quels sont les messages qui ont été acknowledge ou pas acknowledge, c'est la souscription qui stocke ça. Et un même topic peut avoir plusieurs souscriptions en même temps. C'est-à-dire que si je veux faire du fan-out, par exemple, j'ai trois systèmes de consommation indépendants qui ne se connaissent pas entre eux et qui consomment le même topic, ben, je vais avoir trois systèmes consommateurs avec trois souscriptions différentes, puisqu'ils vont être pas forcément dans le même point au niveau de la consommation, pas forcément au même offset. Ou alors, je peux aussi, par exemple, faire du data analytics, du data streaming sur une queue pour analyser après coup, faire un replay en fait sur quelque chose qui se sera comporté auparavant comme queue. On peut le faire aussi. Je peux faire ce que je veux en fait. Parce que les deux modèles en Pulsar sont fusionnés grâce à ça. Donc il y a 4 modes de souscription dans Pulsar. Le premier, c'est l'exclusif. Vous avez un seul consommateur actif à l'instant T. Pulsar va rejeter le deuxième consommateur. Mais du coup, vous avez une garantie d'ordre. Un seul consommateur, sur la même souscription, on n'a pas 10 000 raisons de désordonner la consommation. Ça ressemble pas mal à Kafka, mais pas tout à fait. Ça ressemble un petit peu plus à Kafka, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si le consommateur unique au-dessus est down? Vous avez le mode failover qui vous permet de faire en sorte que vous pouvez avoir autant de consommateurs que vous voulez, ça va marcher, mais il n'y en aura qu'un seul actif à l'instant T. Donc, un peu comme dans Kafka, si on n'a qu'une seule partition, garantie d'ordre. Okay, mais si votre consommateur B0 est down, le B1 prend le relais tout de suite. Ou B2, B3, etc. Après, si on veut faire plutôt du messaging, plutôt à la Rabbit, on peut faire une souscription de type shared. Et à partir de là, ce que va faire Pulsar, c'est qu'il va livrer les messages, chaque message à un consommateur en mode round robin. Donc le message 0 va être livré au premier, le message 1 au deuxième, le message 2 au troisième, etc. Puis le message 3 au premier, voilà, en mode round robin. Un peu comme ce que peut faire un message queue classique. Et du coup, vous perdez la garantie d'ordre, et c'est normal, puisque si ce message-là a mis un petit peu plus de temps à être consommé que le message 2, ben, il est possible qu'il y ait une inversion en fait. Le message 1 ait été consommé, ou terminé de consommer plutôt avant le message 2. Parce que vous parallélisez la consommation. Donc c'est complètement normal. Donc là, vous allez me dire que du coup, c'est bien, là, on est dans un monde du streaming en haut et on est dans un monde du messaging en bas. Mais moi, ce que je voudrais, je suis un mec exigeant, moi je veux le beurre et l'argent du beurre. Moi, je veux pouvoir avoir cette souplesse que j'ai là, parce que ça, c'est super souple. J'ajoute un nouveau consommateur ou j'en enlève un comme ça, c'est assez facile. En plus, ça, il va se débrouiller pour continuer sur round robin et il va répartir la charge des messages tout seul.
Ça, c'est super cool parce que j'ai pas besoin d'embêter avec les partitions qu'on a vues tout à l'heure. Côté Kafka, j'ai pas besoin d'intervenir sur le broker pour scale up ma consommation. Mais ça m'ennuie de perdre cette garantie d'ordre en fait. Et si je pouvais faire les deux? Ben, je peux faire les deux, sans surprise, avec un quatrième type de souscription qui est le mode KeyShared. Et en mode KeyShared, si vous êtes en mesure de produire des messages qui partagent une même clé, alors tous les messages qui ont la même clé vont être livrés au même consommateur de façon répétable dans l'ordre. Du coup, et il n'y a toujours pas de partition là-dedans. On peut dire que c'est des partitions dynamiques en quelque sorte. Du coup, si j'ajoute ou si j'enlève des consommateurs, ça marche encore, et je continue à avoir au niveau de la clé, au niveau de tous les messages qui ont la même clé, si vous pouvez le faire, si vous pouvez trouver une clé pertinente, un peu comme en Kafka, vous bénéficiez de l'élasticité au niveau des consommateurs sans avoir à créer de partition et en gardant une garantie d'ordre, en fait. Ce qui est assez cool. Ça va? Ouais? Est-ce qu'on peut dire que ça correspond à peu près au sélecteur que l'on a en PubSub ou sur une queue? Alors, un sélecteur, si je me souviens bien, c'est plutôt un filtre, non? Oui, c'est un Un routeur, en fait. Ouais. Pas vraiment, parce que ça ressemble plus finalement à une sorte de. Faut plus le voir comme une sorte de partitionnement dynamique de topic, en fait, une sorte de partition qui ne sont pas une réalité au niveau du stockage, en fait. Et ça, c'est un concept clé de Pulsar, le stockage est séparé du traitement. On parle juste après. Ouais. Donc, qui cher, en fait, du coup, on est quand même contraint d'avoir un seul consommateur par qui. Est-ce que dans le KeyShared, on est contraint? Non, mon schéma est un peu simplifié. On peut avoir moins de consommateurs que de clés. Dans ce cas-là, c'est un ensemble de clés qui sera livré à un même consommateur. Une seule même clé, on ne peut pas avoir de clés. Non. Sinon, on perd super la garantie d'ordre. OK. Justement, cette information-là, comment elle est, à quel niveau elle est portée? Comment est-ce qu'on peut savoir que tel consommateur il consomme tel type de clé pour éviter? Parce qu'il y a un algo de hachage, un petit peu comme Kafka en fait, qui fait que pour tel consommateur donné, qui s'identifie en fait, qui est sur son numéroté. Ça, c'est dire que telle clé, ça correspond à un hash, au hash, elle a 2 comme hash, donc elle ira sur le consommateur 2. Enfin, je simplifie, mais en gros, c'est le principe. OK. Donc tout ça pour dire que Pulsar, c'est une plateforme unifiée messaging et de streaming, un seul broker, vous faites les deux. Maintenant, je vais zoomer un petit peu plus sur l'élasticité cette fois-ci. Donc l'élasticité, vous vous souvenez, c'est je veux adapter la quantité de ressources que je provisionne en fonction de la charge réelle que je veux traiter. Plus de charge, je mets plus de ressources, moins de ressources, je gagne des sous. Plus de charge, j'assure la qualité de service, moins de charge, je gagne des sous. Rapidement possible. Donc plus ça, on peut considérer qu'il y a 3 niveaux d'élasticité en fait, parce que les besoins d'élasticité ou de scalabilité, ils vont être déterminés par le goulot d'étranglement que vous allez avoir à l'instant T. Et on a 3 principaux. Il y a le nombre de messages restant consommés, votre fil ou votre topic qui grandit, vous arrivez, votre système consommateur n'arrive pas à suivre, quoi. C'est ça votre première limite. La deuxième limite, c'est que vous avez tellement de producteurs et de consommateurs qui se connectent à votre broker que c'est le broker lui-même qui en aura la gueule, en fait. Donc, vous avez besoin de scaler le broker lui-même. C'est la deuxième limite. Et la troisième limite, c'est la capacité de stockage. Les disques du côté du broker, vous vous souvenez, il y a de la rétention de données. Les disques côté du broker commencent à être pleins. Donc, vous avez besoin d'ajouter de l'espace de stockage. C'est votre troisième limite. Et ces 3 limites-là, dans des plateformes de streaming classiques, elles sont assez couplées, en fait, alors que dans le Pulsar, elles sont complètement découplées. Et c'est ça qui est cool. Vous pouvez les traiter complètement indépendamment. Si vous avez besoin de pouvoir consommer les messages plus vite, ce qui est souvent le plus fréquent, bah, je vous ai déjà dit, vous avez qu'à ajouter des nouveaux consommateurs sur votre shared et votre shared subscription. Et c'est réglé, et c'est hyper élastique, et vous n'avez pas besoin de partition. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un de créer de la partition ou autre. Vous n'avez pas besoin de déplacer des données d'un nœud à un autre, d'une partition à une autre. C'est pas nécessaire, juste vous ajoutez un consommateur, vous scalez votre pod et c'est terminé. Côté consommateur. Avec donc pas besoin de faire intervenir 2 équipes différentes, par exemple de technos différentes. Ouais. Sur le t-shirt, du coup, si je comprends bien, quand on fait le consommateur, en fait, c'est sur des éléments qui n'ont pas de clé, c'est ça? Non, si. Parce que si normalement les consommateurs consomment en fonction des clés dans le t-shirt, je comprends bien, c'est tout ce qui est des consommateurs qui ne passent pas sur les clés.
Le key-share ne fonctionne pas si tous les messages en topic n'ont pas de clé. Enfin, il faut une clé à chacun des messages. Parce que sinon, Pulsar ne sait pas comment attribuer la clé à tel consommateur dans le cas du key-share. Donc, si tu n'as pas de clé, bah, tu as moins de choix, en fait. Tu fais du failover ou du shared. Okay. Parce que Pulsar n'a pas de moyen de savoir dans quel ordre vont fonctionner les messages. Donc, bien, tu as plusieurs trucs. Alors, deuxième cas, cette fois-ci, c'est le nom de producteur et de consommateur qui commence à... On va dire c'est souvent les mythes d'après, quoi. Maintenant que vous avez réglé ce problème de consommateur, vous allez encore plus en charge. Et cette fois-ci, c'est carrément, vous commencez à produire beaucoup de messages ou en consommer tellement que c'est le broker lui-même qui est une limite. Là, il faut l'expliquer un petit peu l'architecture de Pulsar qui est complètement différente de celle de Kafka. Alors, complètement. Donc, dans Pulsar, vous avez deux couches, en fait. Vous avez deux types de nœuds. Vous avez des nœuds brokers et des nœuds bookies. Les nœuds brokers, leur boulot, c'est le compute, le traitement, gérer les connexions avec différents clients, etc. Ça, c'est leur boulot. Les nœuds bookies, leur boulot, c'est le stockage et seulement le stockage. Les nœuds bookies sont gérés par Bookkeeper, qui est un système de stockage scalable et distribué. Et pas de messaging. Le messaging, c'est les brokers. OK ? Et donc, du coup, les brokers, là-haut, ils n'ont pas d'état. Et comme ils n'ont pas d'état, c'est-à-dire que c'est hyper facile d'en ajouter un ou d'en enlever un. Il n'y a pas besoin, contrairement à Kafka, de devoir rééquilibrer les données dans mon cluster quand j'ai ajouté un nouveau nœud, ou que quand je vais ajouter un nouveau nœud, il est disponible aussi tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des rééquilibrages de données à différents endroits du cluster. Ça vous parle, ça, ceux qui font du Kafka à une certaine échelle? Ouais. Donc, du coup, ça, c'est cool, c'est ce que j'appelle vraiment des SCCT. Et en plus de ça, si cette fois-ci, c'est votre disque, vos disques qui commencent à être pleins, dans Kafka, souvent, c'est un petit peu la galère quand même. Alors que dans Pulsar, vous ajoutez un nouveau nœud bookie, il est disponible tout de suite pour accueillir de nouveaux messages. Parce que dans Pulsar, je vais en parler juste après, il n'y a pas de partition. Le stockage est quand même divisé en morceaux et c'est pas des partitions. J'en parle juste après. Ça permet de faire en sorte que si vous avez un problème de stockage, vous ajoutez des nouveaux nœuds bookies et c'est réglé. Ils sont disponibles tout de suite. C'est élastique aussi, en fait. Récap, je vais vite, vous l'avez vu. Donc, nous, Primative, pour faciliter encore plus ça, on a une suite d'opérateurs Kubernetes qu'on fournit en community gratuite. Donc, n'hésitez pas à checker ça. C'est ce qu'on utilise aussi pour notre offre commerciale, mais on propose des opérateurs Kubernetes gratuits à l'usage. Donc, du coup, vous poussez un YAML avec je tente broker, je tente bookie, et le truc se débrouille, quoi, basiquement. Dans quelle mesure tu peux lier l'élasticité de cluster Pulsar avec le nombre de pods justement que tu fais tourner sur cluster Kubernetes? Dans quelle mesure pour aider à augmenter le nombre de réplicas? Ouais, c'est son boulot, ouais. Tu lui demandes combien de réplicas tu veux et combien de brokers et de bookies tu veux, et par déclaratif YAML, il le fait. Il se débrouille. Parce qu'il a créé des custom en source, des trucs, et des CDS, etc., et CRDS, puis voilà. Il ne le fait pas dynamiquement en détection de seuil de doublure. Alors, dans notre offre commerciale, on a un auto-scaling complet. Le scaling n'est pas automatique dans le sens où il ne va pas se déclencher tout seul par détection de surcharge, d'une des trois limites dont je vais parler, en fait. Par contre, notre offre commerciale le fait. Elle est complètement automatique. Mais vous pouvez l'implémenter en ajoutant du tooling vous-même si vous n'avez pas de Primative, avec tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut aussi dans Pulsar comme Metrics qui vous permettent d'anticiper ça et de faire le bon tooling pour le faire vous-même. Mais voilà, c'est possible aussi. Le stockage associé à Cube, c'est du PVC classique, c'est du bloc. Alors, ça peut l'être. C'est à peu près ce que vous voulez, ouais. Ça peut être aussi de l'object storage. Merveilleuse transition. Vous avez gagné au moins 2 yo-yo, là. C'est des questions que vous posez. Alors, oui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans Pulsar, il n'y a pas de partition, dans le sens stockage du terme. Okay, les messages ne sont pas stockés en forme de partition, ils ne sont pas stockés sous forme d'un fichier plat linéaire comme ça. Par contre, ils sont quand même stockés sous forme de structure linéaire qui s'appelle un segment. Et un segment, c'est un sous-ensemble d'un topic. C'est l'unité de stockage en fait de Pulsar. Un segment contient une suite de messages.
Ok, et les segments se suivent dans le temps. C'est comme ça qu'un topic est découpé en morceaux et donc peut être distribué du coup sur des nœuds bookies, indépendamment de la topologie, indépendamment du fait qu'on ait un topic 1, un topic 2 ou un topic 3. C'est complètement orthogonal à Kafka en fait. Et du coup, ça permet des choses assez sympas. Par exemple, comment fonctionne la réplication? Ben là, dans mon schéma, j'ai mis une réplication factor de 3. Ce qui veut dire que dans ce topic 2, là, chaque segment est présent sur au moins 3 bookies différents. Donc si je perds un bookie, ben, j'ai encore au moins 2 segments. J'ai encore au moins 2 copies de chaque segment, et donc tout va bien. Et si je remets mon bookie, le cluster va se réparer, bookkeeper va se réparer automatiquement. Il va se recopier pour restaurer le replication factor de 3. C'est le zookeeper qui gère le dictionnaire où se trouve l'ensemble Alors, des données. on a un zookeeper qui n'est pas dans mon schéma, mais on a besoin d'un consensus distribué pour savoir, par exemple, quel est le broker qui est le patron du topic 2, par exemple. Ce genre de choses-là. Effectivement. Et on n'a pas que zookeeper, on peut aussi utiliser autre chose à la place, mais là, moi j'en parle après, si j'ai le temps et si vous le souhaitez. J'ai pas le temps. Après dans le buffet, voilà, pour les survivants. Ça marche. Et donc oui, on peut faire un autre système de stockage qu'un stockage local sur disque. Parce que ce qui est cool avec ces segments-là, c'est que du coup, on peut avoir beaucoup de segments, on peut stocker pas mal de données dans le Pulsar, des terras, des pétas, ce que vous voulez. Bon, vous vous souvenez, on fait de la rétention de données. Et ce qui est cool avec Pulsar, c'est que, dans le monde du data streaming, c'est quand même dommage de devoir stocker de la donnée qu'on va lire un petit peu plus tard, qu'on va lire en faisant du replay de topic. C'est de la donnée froide, en fait. Et c'est quand même dommage de mobiliser des ressources quand même assez chères, finalement, de stockage de type SSD, type EP, etc., pour stocker de la donnée froide qu'on va faire que lire et qu'on va lire de façon épisodique. Bah, ça tombe bien parce que dans Pulsar, en fait, les anciens segments, ceux qui sont devenus du coup read-only, puisque vous vous souvenez, en topic, c'est 13 for ça, donc on n'écrit pas au début topic, on n'écrit qu'à la fin. Du coup, les anciens segments, ceux qui sont en queue et pas en tête, eh ben, on peut les décharger ailleurs. Par exemple, dans un S3, dans n'importe quel truc, cloud, vachement moins cher que vos SSD locaux et virtuellement illimité, quoi. Et c'est transparent pour le consommateur. Donc, si je veux faire un replay de topic, le consommateur ne sait pas si la data se trouve sur S3 ou en local sur un booking. Complètement transparent. Maintenant, je voudrais parler de ce qui se passe quand on perd pas seulement un nœud, parce que ça on l'a vu, mais un data center en entier. Ou une région cloud en entier. Ça arrive jamais, ça. Hein. Ça arrive jamais. Non. Donc on a pas besoin de s'y préparer, vous êtes d'accord? Ou pas? Ok. Tout va bien. Comment? Tout va bien la critique, tout dépend de notre critique. Du service S3 que vous utilisez, s'il fait de la réplication intersite ou pas. Sur quoi? Sur La réplication intersite. troisième yo-yo. Bravo. Pulsar fait de la géoréplication nativement. Il connaissait les questions à la fin. Ouais, il connaissait déjà Pulsar, c'est pour ça, c'est de la triche en fait. C'est de la triche. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Je vous promets, c'est pas un de mes collègues. Hein. Je vais pas embaucher un complice dans la foule. Alors, voilà. Alors, Pulsar fait la géoréplication intégrée. C'est-à-dire que le principe, c'est quoi? Vous imaginez que vous avez 3 clusters dans 3 régions différentes. Ça vous permet de faire 2 trucs. Ça vous permet de survivre à un désastre, donc une perte entière d'une région ou d'un data center. C'est pas forcément une région cloud. D'ailleurs, vous pouvez faire aussi de l'hybride avec une partie on-prem, une partie différente. Ce que vous voulez, c'est juste des clusters Pulsar différents, mais qui en fait sont synchronisés en termes de données. Et cette réplication-là, elle peut être bidirectionnelle. Ça permet de faire des trucs assez cool. Donc ça détecte les boucles et ça évite les boucles. Enfin voilà, ça marche parce que c'était conçu dès le départ pour faire ça, contrairement à d'autres solutions qui ont besoin de plein d'outils autour et à côté pour que ça fonctionne. C'est pas le cas dans Pulsar parce que dans Pulsar, c'est natif. Et ça vous permet aussi de rapprocher vos producteurs et vos consommateurs de la région aussi pour avoir de bonnes latences. Ça permet 2 trucs. Et donc, c'est intégré. Le producteur et le consommateur ne peuvent pas forcément faire la même. Non. Tu peux produire sur une plaque et consommer sur l'autre. Tu auras un petit lag. C'est pas magique non plus, mais tu peux faire. Ouais. Et inversement. Donc maintenant, je vais parler un peu de multitenancy, qui est un autre truc cool de Pulsar. Pulsar, il est multitenant nativement. Donc la multitenancy, c'est quoi? Ça consiste à mutualiser un seul cluster avec plusieurs équipes.
tout en gardant leurs données isolées. J'ai pas envie que l'équipe de marketing ait accès aux données de la compliance, par exemple. Okay. Et donc, pourquoi est-ce que je m'embête à faire une petite énoncie? Ben, pour les sous. En fait, pour être plus clair, vous avez un management simplifié parce que si vous projetez non pas à l'échelle d'une équipe, mais à l'échelle de toute une boîte, vous allez avoir un seul cluster à manager pour toute la boîte, tout en gardant l'isolation des données, alors que dans mon Kafka, on a plutôt tendance à spiler un cluster différent par équipe. Et en plus de ça, à cause de cette rigidité des partitions, on a aussi souvent tendance à l'over-provisionner, donc ça fait une double source de coûts. Vous n'avez pas besoin de ça dans Pulsar. Et du coup, vous faites des économies parce que vous pouvez vachement consolider sur beaucoup moins de nœuds une même charge en fait à l'échelle de la boîte. Donc si vous avez dans votre boîte une équipe transverse qui est responsable d'une data platform ou autre, ben ça c'est vraiment super pour elle en fait. Et pour la boîte, ça fait faire des économies. Et c'est natif aussi, donc on n'a pas besoin d'ajouter des solutions. Il y a des solutions dans mon Kafka qui existent, hein, il y a Conductor, il y en a d'autres, qui sont des ajouts, mais là c'est natif en fait, vous l'avez tout de suite. Ouais. Et du coup, si j'ai qu'un seul cluster, très bien, mais pour le grade, ça se passe bien. Bah oui, parce que. Encore un autre collègue. Oui, parce que. Non. Oui, parce que si vous voulez upgrader, ben vous allez pouvoir d'abord upgrader vos brokers, qui sont stateless, donc on peut les tuer comme on veut, puis on peut faire un rollout progressif. Et puis après, vous faites un rollout progressif pour les bookies. Il faut être un petit peu plus prudent, on fait plus lentement, mais on fait aussi. L'opérateur Kubernetes aide aussi à faire ça. Et donc, du coup, ben, comme je l'ai dit, grâce à toute cette redondance et au fait que le cluster bookie s'auto-répare, du coup, ben, vous pouvez vous provisionner quelques nœuds bookies en plus, en extra, sur la version N+1, et puis vous filez progressivement tous les nœuds qui sont là, et puis, enfin, vous provisionnez vos nœuds, vous doublez les réplicas, vous attendez que les données se copient, et vous dégagez les bookies anciens, et vous allez upgrader votre cluster. C'est un peu long, mais c'est safe et c'est straightforward. Enfin, ça va tout droit, quoi. C'est pas. Sans interruption. Voilà, ouais, interruption. Vous utilisez les concepts de base de Q pour ça. Vous utilisez les concepts de base de Kubernetes pour ça. Ouais. Même si, alors, on a beaucoup parlé de Kubernetes, mais si vous n'avez pas Kubernetes, Pulsar, ça marche aussi quand même. Hein. C'est-à-dire, tout ce qui fait tourner, en fait, c'est fait en Java. C'est une JVM, donc tout ce qui fait tourner une JVM, ça fait tourner Pulsar, quoi. C'est pas que Kubernetes. Hop là, c'est parti. Comment? C'est compilé en natif? Non, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est un chantier énorme, donc ça l'est pas encore. Voilà. Après, dans la pratique, les startup times sont pas de l'ordre de la milliseconde, mais bon, on parle quand même d'un serveur, quoi. Ça, c'est pas comme si tu avais une fonction lambda qui devait réagir tout de suite à une requête. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. C'est vrai que ce serait mieux que ça démarre plus vite et que ce soit plus économe en ressources, et c'est en projet, mais c'est encore quelques années devant, je pense. Et en fait, c'est OK, quoi. C'est pas un gros sujet. Mais ce serait mieux, je suis d'accord. Maintenant, je voudrais parler. Ah, j'ai divulgaché. Bon, vous n'avez pas vu mon dernier truc. Alors, là, vous allez me dire, Julien, c'est cool ton truc, là. La forme unifiée, scalabilité, une vraie élasticité, sans trop de problèmes, etc. Géoréplication, mais moi, dans ma boîte, jamais je vais passer à Pulsar parce que j'ai déjà des centaines de milliers de lignes de code de microservices qui fonctionnent avec Kafka ou avec RateMQ. J'aurais jamais du budget pour les réécrire, en fait. Oui, sauf que, comment? Bingo. Le yo aussi pour toi. Donc, je peux arrêter le yo là, c'est tout. Oui, Pulsar propose une couche de compatibilité. Donc, vous me souvenez de mon joli schéma, donc il y a les producteurs et des consommateurs, mais j'ai jamais dit que ces producteurs et ces consommateurs devaient utiliser le protocole binaire natif de Pulsar. Ils devraient le faire pour avoir toutes les fonctions, par exemple le delay delivery, etc. Mais ils peuvent aussi utiliser le protocole de Kafka, de RabbitMQ, c'est-à-dire MQP 0.9 ou de MQTT. Par exemple, si vous faites de l'IoT, vous pouvez avoir des producteurs MQTT dans vos usines de production, etc. Ils vont les pousser directement sur un Pulsar avec un adaptateur MQTT et vous allez pouvoir les consommer avec un client Kafka ou Pulsar avec un seul broker qui tourne. Et pas besoin de pont, de passerelle, de source de sync, etc. Juste, ça marche. On a tout un écosystème autour de Pulsar, de protocol handler, de librairies clientes, de connecteurs, donc des sources et des syncs qui peuvent soit récupérer des données d'un système externe, soit les envoyer sur quelqu'un d'autre. On a aussi un système un petit peu léger de Pulsar Functions qui nous permet d'exécuter du code pour processer des flux de données
des event streams en Java, en Go ou en Python. Et ça marche très bien avec Flink, avec Spark, avec tout ce monde-là aussi. Il y a tous les connecteurs qu'il faut, etc. Le tier offloader est aussi pluggable. Par exemple, j'ai testé chez OVH, ça marche plutôt bien aussi. Enfin, voilà, c'est open aussi, ça. Chez les clouders, vous avez des offres managées. Comment ? Vous avez des offres managées Pulsar ou c'est uniquement chez Native pour certaines choses? Chez les clouders, on en a, tu veux dire les clouders classiques, Amazon, etc. Pas encore. Pas encore. Pas encore à ma connaissance. Alors, on est en partenariat avec Google, on peut installer un Pulsar, c'est avec Google Marketplace par contre. C'est pas Google qui l'opère, mais voilà. Et donc, ici, on est sur un mythos Spring, donc on va parler un petit peu du Spring aussi. Il y a un écosystème avec lequel vous travaillez le plus, là, sur les grands PK, librairies. Alors, la lib la plus avancée, qui est un peu la référence, c'est quand même Java. Le plus tard écrit en Java, on est quand dans la communauté Java. Donc, c'est le client qui a 100% des features d'un client, en fait. C'est celui qui est toujours un petit peu plus en avance de phase. Après, on a une lib C++ sur laquelle se base le client Node et le client Python, qui est bien avancé aussi, par des bindings. Après, on a un client .NET, pur .NET, qui est pas mal non plus, mais un tout petit peu en retrait, mais qui est pas 100%, qui est pas aussi avancé que le client Java, mais qui a quand même pas mal de features. Et voilà. Et là, on est dans un mytho Spring, alors on va parler un petit peu plus de Spring, quand même. Hein. Donc, Spring aime beaucoup Pulsar, notamment parce qu'on a Spring for Pulsar qui existe, c'est-à-dire que le principe, c'est que ça s'intègre très bien avec Spring Boot, c'est-à-dire que vous allez sur start.spring.io, et vous savez, quand vous êtes sur start.spring.io, vous pouvez sélectionner je veux Kafka, je veux Rabbit, je veux machin. Ben là, vous tapez Pulsar et vous avez un starter Spring Boot Pulsar et boum, vous avez un consommateur ou un producteur Pulsar en un clin d'œil. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, ça a été réalisé depuis Spring Boot 3.2 en l'occurrence. C'est GA en version 1.0.2 Spring for Pulsar. C'est aussi intégré dans Spring Cloud Streams pour ceux qui en font. Et aussi dans Spring Intégration, pour ceux qui en font également. Donc, maintenant, on peut parler un petit peu plus du fait que Pulsar, c'est Apache Pulsar, donc il y a une communauté open source qui est derrière. Tout ce que vous avez présenté là dans mes slides, c'est disponible en open source, sauf l'opérateur Kubernetes Streamnative. Donc, toutes les fonctionnalités que vous avez là, la géoréplication, le multi-tenancy, etc., c'est dispo. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez opérer un Pulsar vous-même ou passer par un vendeur comme Streamnative, de toute façon, vous aurez toutes ces fonctionnalités-là, vous n'êtes pas vendor loqué. OK ? On a une communauté qui est assez sympa, avec plus de 600 contributeurs différents sur GitHub, avec plus de 10 000 personnes qui sont maintenant sur notre Slack communautaire, donc pas mal de gens qui peuvent vous aider. Et on a un bon millier d'entreprises qui utilisent Pulsar avec des grands noms, Discord, un gros user, Tencent, un user à échelle énorme chinois, Cisco, Lego en Europe, Flipkart qui est un gros acteur du e-commerce en Inde, Verizon, voilà, pas mal de beaux monde qui a leur infra, une bonne partie de leur infra sur Pulsar. Donc Yahoo a créé Pulsar en 2012. En fait, c'était parce qu'ils ont tapé des limites dans Kafka. En fait, ils étaient emmerdés à leur échelle avec les limitations que je vous ai montrées. Donc, ils ont créé Pulsar. Ils ont choisi de faire leur propre techno qui n'avait pas ces limites-là, en fait, et partir d'une page blanche. Ils l'ont open sourcé en 2016. C'est passé top level project Apache en 2018. Et maintenant, on est dans une adoption assez rapide et une phase de croissance avec des committeurs et des vendeurs comme Streamnative qui sont dans la place. Donc, tout ça pour dire qu'Apache Pulsar, vous êtes très peu nombreux à en avoir entendu parler, mais en fait, c'est une tech éprouvée parce que ça fait plus de 10 ans que c'est en prod à l'échelle de Yahoo, de Tencent, etc. Juste que ça mérite d'être connu, c'est pour ça que je fais ce job. Voilà. Hop. Question, encore? C'est bon? Qu'est-ce que vous appelez un Pulsar managé? Soit vous mettez votre carte bleue et vous avez un port Pulsar qui s'ouvre chez nous, complètement managé. Soit vous faites du bring your own cloud, c'est-à-dire que vous venez avec vos ressources cloud, avec le contrat que vous avez négocié vous-même avec Google, etc., avec votre IaaS et on opère un Pulsar dessus, votre IaaS ou votre CAS et on opère un Pulsar dessus. Soit vous avez un opérateur Kubernetes beaucoup plus perfectionné que celui qu'on a, beaucoup plus complet et avec beaucoup plus de features que ce que j'ai présenté là, type Enterprise, on va dire, et aussi l'autoscaling et d'autres choses qui sont par contre sous licence.
C'est les 3 modèles qu'on a et que du coup, vous pouvez faire tourner vous-même sur votre Kubernetes, on-prem ou pas. Voilà, les 3 modèles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main dans le Meet, parce qu'il y a toujours du monde dans le Meet. Ouais, et j'ai entendu un bip, mais c'est tout. J'ai pas les questions. N'hésitez pas, si tu veux poser ta question, pose-le dans la messagerie. Sinon, on peut prendre une question en attendant. Hein, c'est une question. C'est une question, en fait, dans le schéma que tu vous avez montré, Julien, les brokers sont stateless. Et comment est-ce qu'un broker fait pour choisir son bookie? Alors, c'est un peu plus compliqué qu'un broker choisit son bookie. Je vais revenir sur rapidement. Le dernier bookie qui contient les derniers messages chauds. C'est ça. En fait, quand un broker vient de choisir un bookie, tu veux dire au moment où il y a de nouveaux. Quand Pour stocker le message. Ouais, ben les bookies, quand j'ajoute un bookie, en fait, s'il est vide, et donc du coup, au moment où il y a un nouveau segment qui doit s'ouvrir, parce que les segments ont une taille limitée, c'est 1 milli, mais par défaut, mais ça peut se régler. Quand on arrive au 5 millième message, en fait, un petit peu avant quand même, c'est un petit peu malin, il y a un nouveau segment qui est créé, il a besoin d'un bookie. Et il y a un protocole de coordination qui fait que les brokers vont trouver un bookie est disponible. Et du coup, les brokers font exprès d'ailleurs de répartir de façon à peu près équitable la charge dans les différents brokers, dans les différents bookies. Ce n'est pas facile à faire avec Kafka quand vous avez des partitions de taille déséquilibrée, alors qu'avec Pulsar, vous n'avez pas ce problème d'ailleurs. J'en referme la parenthèse. Donc, du coup, quand on crée un nouveau bookie, il est disponible et donc les brokers le savent. Il y a un protocole de communication qui est orchestré, je crois que c'est Zookeeper qui orchestre aussi, qui permettent ça. Il existe un algorithme comme Crush dans Ceph pour redispatcher les différents segments en fonction de. Question très Joker. N'hésitez pas à me contacter sur le QR code. Voilà. Les détails de l'algo de répartition, là, désolé, ça dépasse. Il y a une question de Passam, du coup, en ligne. Peut-on avoir un mode failover avec le key shared? Non, c'est soit. Peut-on avoir un mode failover avec le key shared? Non, c'est soit l'un soit l'autre en fait. Soit vous avez une souscription de type key shared, soit vous avez une souscription de type failover. Donc après, je vois. Comment dire? N'hésite pas à expliciter. Ouais, je veux bien qu'on explicite parce que je suis pas forcément sûr de comprendre la question. Ouais, le failover, c'est Bien le bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, super. Ouais. Donc, au fait, ma question, c'était de savoir, puisque si j'ai bien compris, le mode key share, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs consommateurs qui, en fonction d'une clé de répartition, vont récupérer les messages qui leur sont destinés. Qu'est-ce qui se passe si un consommateur tombe? Je veux dire, si un consommateur tombe, Pulsar va le détecter et Pulsar, du coup, va répartir les clés sur 3 consommateurs au lieu de 4, en fait. Oui, mais parce que le hachage connaît le nombre de consommateurs actifs, abonnés à la souscription. Donc, les clés seront réparties entre ce nouveau groupe de consommateurs. Ok, mais vu qu'on est sur des notions de clés de répartition qui sont en fonction des consommateurs qui sont bien définis et que, imaginons qu'on n'a qu'un seul consommateur pour cette clé de répartition, est-ce qu'il est possible d'avoir un mode failover par rapport à ce consommateur? Alors, si à un instant T, on a un seul consommateur pour une clé de répartition et qu'on perd le consommateur, alors cette clé de répartition sera réattribuée à un autre consommateur. Ah, ok, je vois. Donc, il y a un consommateur qui se retrouvera avec N+1 clés à gérer. Et on a Ça marche. Merci. De rien. On a une autre question dans le. Ah, il y a une question là, je te laisse. Si on peut savoir d'un point de vue performance, vu que je vois qu'on rajoute quand même beaucoup de surcouches, et par rapport à juste utiliser du Kafka ou juste utiliser du RabbitMQ, c'est quand le point, entre guillemets, le moment où ça devient beaucoup plus intéressant d'utiliser du Pulsar, ou alors c'est uniquement pour l'aspect vraiment modularité et le fait de pouvoir changer comme on veut. C'est une question, j'ai plus de yo-yo. Là, j'en ai. Bon, vous pourrez lui passer un petit yo-yo quand même. Ouais. Allez, les performances, très bonne question. Alors,
Il y a un peu deux questions dans ta question. En fait, il y a une question qu'on pose souvent, c'est quand est-ce que j'ai besoin de Pulsar? Et l'autre question, c'est est-ce que Pulsar, c'est performant? Alors, à la deuxième, est-ce que Pulsar, c'est performant ou suffisamment? Est-ce que j'en ai besoin? Ça va dépendre de ce qu'on entend déjà par performance et de ton use case. Est-ce que la performance, c'est la latence, par exemple? Est-ce que la performance, c'est le débit de message? Et si oui, dans quel cas? Est-ce que je fais des gros messages? Est-ce que je fais des petits messages? C'est tout enfin, ça va vachement dépendre en fait de tes besoins, de ton use case. Pour ça, il faut vraiment que tu flashes le QR code à gauche parce que on a un bench Pulsar et Kafka qui, dans certains use cases, alors c'est un bench, hein, donc un bench, ça marche dans un certain use case. Parfois, Kafka peut sans doute être meilleur que Pulsar, mais globalement, Pulsar est très très bon en termes de perf, on va dire brut dans ce contexte-là. Donc, n'hésite pas à regarder ce bench et surtout de bien t'intéresser à la méthodologie et le contexte dans lequel le bench a été fait, qui est capital. Et donc, voilà, on arrive à avoir des super bonnes perfs, notamment parce que, par exemple, dans beaucoup de cas, beaucoup de messages peuvent passer par exemple directement par le broker sans avoir à passer par bookie en dessous. Donc on peut directement forwarder un message du producteur au consommateur en passant par la couche broker sans avoir à passer en dessous. Ce genre de choses-là. Il y a énormément de systèmes de caching aussi qui fait qu'on arrive à mitiger le fait qu'il y a un réseau, enfin un réseau virtuel, mais un réseau quand même entre le bookie et le broker. Et on a aussi un article de blog qu'on a fait spécialement, qu'on a écrit spécialement pour décrire pourquoi est-ce que Pulsar arrive quand même à être performant alors qu'il y a plus de couches, en fait. Sur notre blog Streamnative, on a un article qui parle exactement de ça et qui décrit pourquoi, en fait. Moi, j'en ai fait qu'un vague aperçu en parlant de caching et de shortcuts, mais l'article explique beaucoup mieux que moi. Ouais. Ouais, bonjour. Jean-Michel. En fait, je me suis rendu compte, c'était super intéressant déjà, et j'ai une question subsidiaire parce que je me suis rendu compte quand on en parlait que je ne savais pas donner le nom Kafka, et mon voisin qui est plus littéraire m'a dit qu'à la base, c'est un écrivain qui est très connu, et là je cite, j'ai un site qui s'appelle Wikipédia, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, vaguement, ouais. L'œuvre de Kafka, les gens qui font du métallage, ça résonne, hein. C'est une œuvre caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. Pourquoi ils ont fait Kafka? Un exemple de ça, c'est le roman La Métamorphose. Du coup, ma question, est-ce que Pulsar, c'est un peu la métamorphose de Kafka? Celle-là, bravo. Un yo-yo. Ah, j'ai plus de yo-yo. Peut-être. La métamorphose, pas tout à fait dans le sens où c'est pas forcément, enfin, ça n'est pas issu de Kafka, en fait. Ça a été créé à partir de rien. C'est même pas une branche. C'est une techno complètement différente qui a été créée sur des bases différentes, avec une architecture orthogonale ou presque à celle de Kafka. Donc, on peut pas vraiment parler d'une évolution. Après, est-ce que Pulsar, ce sera le futur du data streaming et du messaging? Je l'espère. En tout cas, c'est de plus en plus connu. Comment? Kafka a écrit un deuxième livre qui s'appelle Le Procès. Ouais. Est-ce que toi, tu fais le procès de Kafka? Vous le trouvez? Non, j'ai dit faire, hein, très bien. Peut-être. Non, comment dire? Alors, du coup, je m'aperçois, et c'est un bon lien entre les deux, que j'ai pas répondu à ta deuxième question dans la question, qui était, et donc c'est lié, qui était pourquoi je ferais du Pulsar plutôt que du Kafka, ou quand est-ce que j'en ai besoin? Plus ou moins. Hein. Ouais. Alors, Kafka, c'est un peu plus simple que Pulsar. C'est-à-dire que Pulsar, ça va pas tourner sur un Raspberry Pi. Enfin, je pense pas, je vais même pas oser essayer, parce qu'il y a quand même des brokers, des bookies, un zookeeper, mais on a aussi un concurrent zookeeper qui s'appelle Oxia, mais qui est pas plus léger, mais qui au contraire permet d'aller plus loin encore en scalabilité. Par exemple, un cluster Pulsar, ça peut gérer typiquement un bon million de topics sur un même cluster. Avec Kafka, c'est un peu moins facile. Et avec le concurrent zookeeper qui s'appelle Oxia, on espère atteindre les 100 millions de topics sur un cluster. Donc on est plutôt avec Pulsar dans une philosophie de faire des trucs gros, des trucs à l'échelle, en fait, et de faire plutôt des économies d'échelle. Donc, si tu es dans une petite boîte avec des besoins de data streaming simples et que tu n'as pas les problèmes que j'ai dit là, bah, tu n'as pas besoin de Pulsar. Avec Kafka, tu auras une communauté un tout petit peu plus large, beaucoup plus large même. Et même si la communauté de Pulsar est à mon sens suffisamment large pour avoir ce dont tu as besoin, et tu auras un truc un petit peu plus léger avec Craft, etc. Même si Craft, c'est un petit peu une sorte de zookeeper planqué dans un broker, mais en gros, tu auras moins de nœuds de types différents à gérer.
Donc, ce sera peut-être un petit peu plus simple à opérer. Si tu es dans un monde avec une charge prédictible, tu n'as pas besoin de beaucoup d'élasticité et que tu as une charge à peu près prédictible, tu as besoin peut-être de scalabilité potentiellement, mais pas d'élasticité. Ouais, Kafka, ça tourne bien. Tu n'as pas forcément besoin de changer. Et si tu n'as pas besoin de messaging non plus, tu n'as pas forcément besoin de changer. Après, dans Kafka, il y a une proposale en cours qui s'appelle Queues for Kafka, on se souvient bien, et en fait un copier-coller de la shared subscription de Pulsar. Mais ce qui est plus aujourd'hui, c'est qu'une spec. Alors que Pulsar, ça tourne depuis 10 ans en fait, en prod. Donc je vous laisse faire votre conclusion. Il n'y a pas les segments non plus dans Kafka, donc je ne sais pas trop comment ils vont implémenter ça, mais voilà. Mais ouais, peut-être que dans 5 ans, Kafka pourrait aussi être une solution unifiée de messaging, mais là, l'avenir le dira. Pour l'instant, on en est encore très très loin. Donc du coup, si tu fais pas de messaging, t'as pas forcément besoin d'un truc en plus que Kafka, quoi. On va dire. Mais ça, c'est plus pour ceux qui ont des besoins plus larges. Mais c'est aussi hyper intéressant si c'est utilisé par une grosse boîte, mais que N équipes dans cette boîte individuellement ont des besoins simples. Okay, plus ça c'est quand même hyper pertinent avec la même, parce qu'on récupère la multi-tenancy, on récupère l'élasticité à l'échelle de la boîte, donc tu peux avoir une majorité d'équipes qui ont des petits besoins, et puis quelques grosses équipes qui bénéficient de cette scalabilité, par exemple. Donc ça, c'est clairement designé pour. Tu as une question? Non. Stop, ça marche. Si vous avez d'autres questions. J'attendais une maestro, mais stop. Autour du Maestro. interrompre. Ah d'accord, ça marche. Il y a plein de questions.